Bonjour, il est 10 heures. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer la session d'aujourd'hui qui s'intitule donc Lieu de vie comme déterminant de troubles psychiques. Ce n'est pas tout à fait le titre que j'avais annoncé initialement et je vous l'expliquerai. Surtout dans les sessions passées, donc dans les semaines précédentes, on a abordé différents types de facteurs de risque qui peuvent augmenter les problèmes de santé mentale au sein de la population, les antécédents familiaux, l'exposition à des violences, le statut migratoire des personnes. Et même si tous ces facteurs se rapportent à des relations entre individus ou des rapports entre groupes, dans les enquêtes épidémiologiques, on a tendance à les mesurer en posant directement des questions aux personnes qui participent ou en leur demandant l'accès à des données administratives. Et donc paradoxalement, alors que je vous parle d'épidémiologie sociale depuis plusieurs semaines, finalement, l'épidémiologie sociale met en avant les déterminants sociaux de la santé, mais ils sont très souvent mesurés à l'échelle des individus qui acceptent de participer aux études sur la santé que mènent les chercheurs. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder une dimension clairement plus collective et plus structurelle de nos vies, qui est donc le contexte, alors l'environnement, par opposition à la génétique, et surtout le lieu de vie comme déterminant possible des troubles psychiques. J'avais annoncé donc que je parlerais de logement, mais il a fallu faire des choix, donc j'ai renoncé à certaines choses. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et c'est plutôt mon collègue Pierre Chauvin qui interviendra dans la deuxième partie de ce cours, qui parlera, lui, du logement et surtout de son absence, puisqu'il parlera de la santé mentale des personnes sans abri et des questions qui se posent lorsqu'il s'agit de faire des enquêtes épidémiologiques auprès des sans-abri pour évaluer leurs troubles psychiques et les facteurs qui y contribuent. Moi, je parlerai donc plus spécifiquement du lieu de vie, du contexte. Je ne parlerai pas des lieux de la psychiatrie, je peux le dire tout de suite. Si vous avez des questions, on peut en discuter à la fin, mais j'ai fait ce choix pour essayer d'avoir un fil conducteur peut-être le plus clair possible. Enfin, je vais quand même commencer par une digression, si vous me permettez. Alors, j'aimerais commencer par les mots de Georges Perec, dont l'œuvre a été très inspirée par les lieux, et notamment les lieux de vie. Dans Espèces d'espace, en 1974, il s'est interrogé sur ce que signifie habiter, un mot que nous employons tous les jours et dont l'étymologie latine signifie avoir souvent et demeurer. Donc, Perec, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, était donc un écrivain des années 60-70 et il a beaucoup observé les espaces autour de lui. Je ne vais peut-être pas vous lire le texte qui est ici, mais j'ai quand même placé une reproduction de la chambre du songe de Sainte-Ursule qui est mentionné dans ce texte, au cas où vous ne le connaîtriez pas, puisque c'est pas une œuvre qui est très très connue. Mais il s'est beaucoup interrogé sur ce que signifie habiter, qu'est-ce que ça nous fait d'habiter un endroit, qu'est-ce que où est-ce que ça nous transporte aussi, enfin bien que l'endroit où on vit soit en général statique, et quelle est la charge émotionnelle de cette question d'habiter. Il a continué à s'interroger sur ce que signifie habiter dans La vie, mode d'emploi, publié en 1978, et où, en s'inspirant de l'œuvre du dessinateur américain Saul Steinberg, il a décrit les habitants d'un immeuble parisien. Avant de mourir précocement à 45 ans, Perec travaillait sur un ouvrage intitulé Lieux, où il souhaitait décrire 12 lieux différents qu'il a fréquentés pendant 12 ans, alternant ses observations directes et la mémoire qu'il avait de ces lieux. Un autre thème évidemment très présent dans son œuvre, mais que je voulais souligner aussi, puisque, encore une fois, les lieux que nous habitons influent sur nos représentations et peut-être notre santé mentale, comme nous allons le voir, aussi par la manière dont nous les vivons et dont nous les traversons. Alors, Perec, dans La vie, mode d'emploi en particulier, mais dans d'autres œuvres, est passé de l'observation d'un lieu très proche, la chambre, puis l'immeuble, la rue, la ville de manière plus large. Et pour ma part, modestement, je vous propose le voyage inverse, c'est-à-dire que nous allons commencer par parler de la géographie de la santé mentale, pour nous interroger ensuite sur les manières dont un contexte peut être vécu, perçu, et aussi influer sur les comportements et les facteurs de risque des troubles psychiques.
Et nous allons en particulier parler d'expositions physico-chimiques, qui sont celles qui ont été les plus documentées récemment. Et dans la dernière partie, je vais vous montrer quelques exemples de recherches qui cherchent à documenter des changements de cadre de vie pour évaluer leurs effets sur la santé mentale. Alors, j'aimerais donc commencer par des données de géographie, donc géographie de la santé mentale, pour documenter comment se distribuent les problèmes psychologiques dans l'espace, en prenant l'exemple du risque suicidaire. Alors, le risque suicidaire peut être appréhendé par différents types d'indicateurs. Premièrement, peut-être le suicide. Donc, en France, on a enregistré en 2023 8848 cas de suicide, sachant qu'évidemment il s'agit probablement d'une sous-estimation, puisqu'une partie des suicides sont codés comme étant des accidents ou des décès par cause indéterminée. La carte de France que vous voyez ici nous montre un gradient nord-ouest, nord-ouest-sud-est, avec des taux de suicide particulièrement élevés dans les régions de l'Ouest, donc la Bretagne et les Pays de la Loire. Alors là, je ne sais pas si vous voyez l'échelle, mais en Bretagne, le taux de suicide est de 21 pour 100 000, et dans les Pays de la Loire, 16 pour 100 000, là où en région parisienne, il est de 2 pour 100 000. Donc c'est quand même des différences relativement importantes. Alors la première chose à dire sur cette étude, c'est qu'il s'agit d'une étude écologique, c'est-à-dire que c'est une corrélation entre le taux de suicide moyen et le fait de résider, et peut-être sans doute d'ailleurs de décéder, dans une région donnée. Évidemment, on ne sait pas ce qui se passe dans ces différentes régions, quelles sont les caractéristiques de leurs habitants. On peut faire uniquement des suppositions sur ce qui pourrait expliquer ces différences géographiques, et j'y reviendrai parce qu'aujourd'hui on parlera peut-être un tout petit peu plus de méthodes et des différences entre différentes approches. Donc voilà la carte de France qu'on peut observer quand on s'intéresse au suicide. Alors une autre manière d'appréhender le risque suicidaire est via des enquêtes dont les participants sont interrogés sur leurs ressentis et leur comportement suicidaire. Notamment les données du baromètre de Santé publique France, réalisé donc régulièrement par Santé publique France pour évaluer l'état de santé de la population française et les comportements de santé, nous montrent la répartition des pensées suicidaires et des tentatives de suicide. Donc c'est une enquête de 35 000 personnes représentatives et qui sont interrogées par téléphone, où lors de l'entretien, on leur demande est-ce qu'au cours des 12 mois précédents, vous avez eu des pensées suicidaires, et puis est-ce qu'au cours des 12 mois précédant l'enquête, vous avez fait une tentative de suicide. Donc sur la gauche, la distribution des pensées suicidaires. Vous voyez qu'en moyenne, 5% des Français disent avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 mois précédents, et on voit des niveaux particulièrement élevés dans le nord et dans l'est. Et c'est un petit peu la même tendance pour les tentatives de suicide ici, alors qui sont évidemment beaucoup moins fréquentes, puisqu'on est plutôt autour de 5 pour 1000. Donc 5 personnes sur 1000 disent avoir fait une tentative de suicide dans les 12 mois précédents. Et vous voyez que là aussi, le nord et l'est de la France, ainsi que l'Occitanie, sont les régions où les niveaux de tentatives de suicide sont plus élevés que la moyenne. Alors sachant qu'on est quand même là aussi sur des différences très faibles. Par exemple, donc dans le nord, on est sur une prévalence de... On n'arrive pas très bien à lire, mais je crois que c'est 0,6 ou 0,7%, alors qu'en région parisienne, on est sur 0,3. Bon, ça fait quand même des différences du simple au double, mais qui sont... vous imaginez les intervalles de confiance autour de ces estimations qui sont très très larges. Alors, donc là, d'abord, on ne sait pas tout à fait les mêmes tendances que pour le suicide, donc celle que je viens de vous montrer. Et puis, pourquoi est-ce que la Bretagne et les Pays de la Loire pour le suicide et le nord et l'est de la France pour les pensées suicidaires et les tentatives de suicide? Encore une fois, ces distributions géographiques ne peuvent pas nous donner vraiment d'éclairage, d'explication, mais elles peuvent nous mettre sur la piste de certains facteurs de risque qui sont aussi distribués géographiquement de manière différente et peuvent peut-être nous aiguiller pour essayer de comprendre ou au moins interroger certains facteurs de risque connus. Alors, par exemple, quels sont les facteurs de risque connus du suicide? C'est notamment
le sexe et l'âge, c'est-à-dire qu'on sait que les taux de suicide sont plus élevés chez les hommes, et en particulier les hommes de plus de 45 ans. Et donc peut-être qu'une partie des différences géographiques que je vous ai montrées est liée à ces différences démographiques. Un autre facteur de risque connu du suicide est la consommation d'alcool, qui est élevée dans l'ouest de la France et pourrait aussi contribuer à ces associations géographiques. À cela s'ajoute le fait que, et d'ailleurs c'est ce que mentionnent les auteurs de ce rapport sur les risques suicidaires, les décès par cause indéterminée pourraient ne pas être codés de la même manière dans les statistiques de mortalité selon les régions, et c'est aussi un facteur qui peut contribuer aux différences de taux de suicide qu'on observe. Quant aux pensées suicidaires et aux tentatives de suicide, elles sont souvent, pas exclusivement, mais néanmoins souvent liées à des manifestations de syndrome dépressif, dont un des facteurs de risque principaux est la pauvreté, plus prégnante dans le nord et l'est de la France que dans d'autres régions. Évidemment, il s'agit de suppositions. On ne peut pas démontrer que ce sont vraiment ces facteurs-là qui contribuent à ces différences géographiques, mais j'essaie de vous illustrer comment on raisonne pour essayer de mieux comprendre les choses. Et surtout pour vous dire que, voilà, à quoi servent ces distributions géographiques? Elles servent à essayer de pointer des facteurs de risque. Elles pourraient aussi servir à réfléchir à comment est organisé notre système de soins en France, puisqu'il y a clairement des besoins de santé différents selon les territoires. Ce n'est pas exactement la manière dont sont planifiés les soins dans notre pays. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, la distribution, alors, pardon parce que c'est tout petit, mais la distribution des soins en psychiatrie, donc ici il s'agit de l'accessibilité potentielle des psychiatres libéraux et de la densité alors, des psychiatres et des psychologues. Et vous voyez que, enfin je ne sais pas ce qu'on voit, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes tendances que pour le suicide ou le risque suicidaire. Bon, voilà, mais évidemment, on sait qu'il y a beaucoup d'autres facteurs que les besoins en santé de la population qui contribuent à la répartition des professionnels de santé sur le territoire. Ah voilà, pardon, là j'avais juste souligné les endroits où, d'après les données de Santé publique France, les besoins en termes de santé mentale sont les plus importants. Vous voyez que ce n'est vraiment pas ceux qui sont les plus couverts par les psychologues ou les professionnels de santé, ou les psychiatres. Bon, mais si les données géographiques sont évidemment très utiles pour décrire la répartition des problèmes psychologiques dans l'espace, elles peuvent nous mettre sur la piste de certains facteurs de risque, mais ne nous permettent pas de vraiment identifier leur contribution. Pour pouvoir tester si et comment l'environnement de vie influe sur la santé mentale, il faut aller plus loin et mener des études qui intègrent des dimensions spatiales et puis des caractéristiques individuelles. Alors, je vais parler plus précisément des troubles psychotiques, parce qu'il se trouve qu'il y a toute une littérature sur les liens entre l'environnement de vie et la survenue de troubles psychotiques. Alors, et en particulier, toute une littérature sur le risque de troubles psychotiques dans les villes. Alors peut-être d'abord un mot sur les troubles psychotiques. Donc, vous savez que ce sont des troubles qui sont caractérisés par une perte de contact avec la réalité, qui peut se manifester par des hallucinations, des délires, une désorganisation de la pensée. Donc les personnes atteintes de troubles psychotiques entendent des voix qui n'existent pas a priori, ont des croyances erronées et différentes de la réalité et peuvent avoir un discours décousu, incohérent. Elles ont aussi parfois d'autres types de difficultés qui se manifestent par un retrait relationnel. Ce sont des troubles où les personnes ont souvent du mal à entrer en communication avec d'autres personnes. Et cela peut les amener à être très isolés. L'isolement faisant peut-être aussi partie de la maladie en tant que telle. Donc bien sûr, le type de trouble psychotique le plus connu et le plus étudié et dont je vais vous parler est la schizophrénie. Donc, les troubles psychotiques sont assez rares, ils touchent environ une personne sur 100 au sein de la population générale, mais en ville, le risque est environ 2 fois plus élevé, donc on est déjà à 2%. Et puis, on sait aussi maintenant, depuis un certain nombre d'années, que pour d'autres symptômes de la santé mentale, en fait, les symptômes psychotiques sont distribués de manière plus ou moins continue au sein de la population générale. C'est-à-dire que même si une personne sur 100
a un diagnostic de schizophrénie ou autre type de trouble psychotique au sein de la population. La part de la population qui ressent parfois certains symptômes de troubles psychotiques, en particulier les symptômes de persécution, qui sont les plus fréquents, est beaucoup plus fréquente. Et en fait, on peut étudier la distribution des symptômes de psychose au sein de la population générale. Alors, il se trouve que par ailleurs, beaucoup de gens vivent en ville, plus de 50% de la population mondiale aujourd'hui. Et même si vivre en ville offre de nombreux avantages, par exemple l'accès au système de santé, aux ressources culturelles, au transport, la proximité avec le lieu de travail, il y a aussi certains facteurs de risque de troubles psychiques qui sont connus depuis assez longtemps. Et un premier aspect de la vie en ville qui a beaucoup été étudié est le niveau d'urbanisation, mesuré concrètement par la densité de la population. Alors évidemment, cette densité peut varier en fonction des villes et en fonction des quartiers. Vous savez peut-être que jusqu'à récemment, je ne sais pas si c'est toujours vrai, Paris était une des villes les plus denses au monde. Alors c'est moins vrai depuis le Covid parce que la population a baissé, mais Paris faisait partie des 10 villes les plus denses au monde, ce qui d'ailleurs pose des problèmes aussi d'adaptation au réchauffement climatique, mais c'est un autre sujet. Et donc, la densité des villes et de certains quartiers varie. Mais les recherches nous montrent globalement que dans différents pays, dans différents contextes, il y a une association linéaire ou quasi linéaire entre le niveau d'urbanisation de la commune de résidence et le risque de survenue de cas de schizophrénie. C'est ce qui est représenté ici sur ces graphiques. Voilà, ici vous voyez le niveau d'urbanisation et le risque relatif de schizophrénie dans différents contextes, en Suède, aux Pays-Bas et au Danemark. Alors les Pays-Bas sont un pays dense, la Suède et le Danemark moins, mais voilà, il y a quand même des endroits plus ou moins denses. Et donc ça c'est un premier type de preuve, si on peut dire, du lien entre les caractéristiques de la vie en ville et le risque de survenue de psychose, sachant que ces études prennent en compte différents facteurs démographiques qui caractérisent les personnes. D'autres études du même groupe d'auteurs ont montré qu'il semblerait que c'est spécialement le taux d'urbanisation de l'endroit où on est et où on grandit au cours des premiers mois et des premières années qui est associé au risque de psychose plus tard au cours de la vie. Peut-être parce qu'il se passe des choses dans les premiers mois, les premières années de la vie qui sont particulièrement importantes en termes de... Enfin, on sait évidemment que ces premiers mois de la vie sont particulièrement importants en termes de développement psychique, mais voilà, quelque chose peut arriver qui augmente le risque de psychose au cours de la vie. Et puis, évidemment, ici, on s'intéresse principalement aux caractéristiques du quartier, alors de la ville de résidence, mais les résultats sont assez similaires quand on s'intéresse aux caractéristiques du quartier de résidence. Alors peut-être une petite incise méthodologique. La plupart des études dans ce domaine, donc, qui cherchent à caractériser les facteurs environnementaux liés aux troubles psychotiques sont basés sur des données de registre. Pourquoi ? Parce que les psychoses sont rares, comme je vous l'ai dit, et qu'il faut il faut beaucoup de monde pour pouvoir étudier les facteurs associés. Et évidemment, si on étudie que des personnes qui ont un trouble psychotique pris en charge dans le système de santé, forcément ça crée des biais, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire que les troubles psychotiques sont tellement sévères que tout le monde a accès à un psychiatre ou à une prise en charge ambulatoire ou hospitalière. Or, un certain nombre de recherches nous montrent que ce n'est pas le cas et que, effectivement, pour les troubles psychotiques, le taux de recours aux soins est plus élevé que dans d'autres pathologies psychiques, mais il n'est néanmoins que de 40 ou de 50%. Ce qui veut dire que quand on étudie les personnes qui ont été diagnostiquées schizophrènes par un professionnel de santé, en fait, on n'étudie qu'une partie des personnes qui sont touchées par ces troubles. Et puis, le lien avec le niveau d'urbanisation pourrait aussi être lié à la question de l'offre de soins, puisqu'on sait que l'offre de soins est évidemment plus riche en ville. Donc, pour faire face à cette limite, et éliminer la possibilité que l'association entre urbanisation et troubles psychotiques reflète en réalité des différences d'accès aux soins,
il faut faire des études à grande échelle, et donc en population générale. Et là, pour le coup, il est difficile d'étudier les troubles caractérisés, puisque, comme je vous l'ai dit, ils sont très rares. Et donc, l'équipe de Jim Vanos, un psychiatre et chercheur néerlandais, a mené un certain nombre d'études en population générale en étudiant les symptômes psychotiques qui sont distribués le long d'un continuum dans la population, en montrant que là aussi, la fréquence de ces symptômes psychotiques varie selon qu'on vit en ville ou à la campagne et en fonction du niveau d'urbanisation de l'endroit où on réside. Un autre point méthodologique, la plupart des études que je vais vous montrer ont été menées en Europe, un peu aux États-Unis aussi, mais surtout en Europe. Or, évidemment, il y a des villes et des personnes psychotiques ailleurs dans le monde. Et on commence à avoir quelques premières études chinoises, par exemple, puisqu'il y a beaucoup de grandes villes en Chine, qui montrent qu'on retrouve ces mêmes associations, mais ça reste une question. On ne sait pas si ce lien entre niveau d'urbanisation et psychose peut aussi être observé dans d'autres endroits dans le monde. Alors, pourquoi l'urbanisation? Et qu'est-ce qui fait qu'une forte densité de population pourrait augmenter le risque de troubles psychiques? Une fois écarté la possibilité qu'il s'agit d'un artefact lié au recours aux soins, il reste l'idée que la densité de population pourrait en fait directement influer sur la santé mentale parce que c'est peut-être une source de stress. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité est qu'évidemment, les quartiers très denses ont aussi d'autres caractéristiques qui ne sont pas favorables à la santé mentale. Alors, parmi ces caractéristiques, il y a la fragmentation sociale et la pauvreté. Donc, il y a des hypothèses depuis très longtemps déjà sur le lien entre des caractéristiques très locales et le risque de psychose. Robert Farris et Warren Dunham, deux sociologues américains, ont publié en 1939 une étude, là aussi écologique, comme celle que je vous ai montrée au début, montrant des différences dans le nombre de cas de psychose entre différents quartiers de la ville de Chicago. Donc, vous le voyez peut-être sur cette carte, ces taux de psychose varient du simple au triple entre différents quartiers. Donc, Farris et Dunham ont fait le rapprochement entre le nombre de cas de psychose dans ces différents quartiers, identifié en se basant sur les dossiers médicaux des personnes hospitalisées pour psychose, ce qui là aussi, comme vous l'imaginez, induit un certain nombre de biais, avec le fait que donc, certaines zones urbaines de Chicago étaient plus pauvres que d'autres, et c'est notamment le cas des quartiers ici situés au centre, qui sont le Inner City de Chicago. Et donc, pour eux, pour eux, le lien entre la distribution de psychose et il y avait un lien direct, avec le niveau de pauvreté, mais aussi la désorganisation et l'instabilité des quartiers, puisque la pauvreté en soi, même si c'est un déterminant de la santé mentale, n'est pas une cause, si vous voulez, de survenue de schizophrénie. Et donc, eux, leur interprétation était que derrière la pauvreté, il y avait des quartiers qui étaient donc très instables, c'est-à-dire que les résidents ne restaient pas sur place, ils déménageaient, revenaient, etc. Et des quartiers très désorganisés, où les gens ne pouvaient pas créer de liens entre eux et s'entraider. Depuis, de nombreuses autres recherches ont montré qu'habiter dans un quartier pauvre est associé à un risque 2 fois plus élevé d'avoir un trouble psychotique par rapport au fait d'habiter dans un quartier moins pauvre, et ce, quelle que soit la situation individuelle des personnes. Donc ici, on voit une synthèse d'une vingtaine d'études sur ce sujet qui vont toutes dans le même sens. Et bien sûr, donc en fait, c'est une méta-analyse, donc les résultats de plusieurs études qui ont été analysées ensemble. Et chacune de ces études prend en compte, bien sûr, le niveau de revenu des personnes elles-mêmes, mais aussi leur âge et leur sexe. Pour être plus précis, on évalue ici les liens entre certains aspects des quartiers de résidence en tenant compte des caractéristiques des habitants qui les composent et qui, évidemment, sont en eux-mêmes des facteurs de risque de troubles psychiques. Si on revient au quartier, un certain nombre de recherches ont montré que le risque de psychose est plus fortement associé
là encore, au quartier de résidence lorsqu'on était enfant. Par exemple, une étude britannique basée dans un quartier du sud de Londres, et les Anglais ont beaucoup publié sur ces questions de quartier, de résidence, leurs caractéristiques et les psychoses en particulier, a montré que parmi les difficultés et sources de stress qui caractérisent les quartiers pauvres, le taux de chômage et le niveau de délinquance et de criminalité sont vraiment les facteurs les plus fortement associés à la santé mentale des habitants, plus que les revenus moyens ou le diplôme des résidents. Alors, on comprend assez bien comment le taux de criminalité et de délinquance peuvent augmenter la sensation de se sentir en danger, qui parfois n'est pas très éloignée du sentiment d'insécurité, voire de persécution qui font partie des symptômes possibles des psychoses. Et si on développe une manière de penser suspicieuse lorsqu'on est enfant et adolescent, il est peut-être difficile de changer cette manière de voir plus tard, quel que soit l'environnement dans lequel on vit. En tout cas, c'est une des hypothèses et une des manières d'expliquer ces liens entre la pauvreté du quartier de résidence et le risque de santé mentale. Alors, une étude récente basée sur la grande cohorte américaine d'adolescents qui s'appelle ABCD apporte de nouveaux éléments d'explication. Donc, les adolescents qui, ici, dans cette étude, grandissent dans un quartier pauvre ont un fonctionnement cérébral un peu différent de ceux qui grandissent dans des quartiers plus aisés. Il s'agit en particulier des zones du cerveau impliquées dans le traitement visuel et sensimotoriel des informations, ce qui serait, alors vraiment avec beaucoup de conditionnels et des guillemets, etc., serait cohérent avec l'apparition ensuite d'hallucinations, de délires ou le fait de se sentir persécuté, puisqu'il s'agit des parties du cerveau qui sont impliquées dans le traitement des informations auxquelles on est confronté. Cette étude montre aussi, à l'inverse, des baisses de volume dans le cortex temporal moyen et supérieur, c'est-à-dire d'autres zones impliquées dans le traitement des informations visuelles et auditives. Ces effets semblent plus marqués chez les jeunes filles que chez les garçons, voilà ce qu'on n'explique pas complètement. Et puis, une des choses qui n'est pas étudiée ici, mais qui va sûrement faire l'objet de recherches dans les années prochaines, c'est pas seulement la structure du cerveau, qu'on observe ici donc via ces coupes d'IRM, mais le degré d'activation ou de connectivité des neurones dans différentes zones, pour essayer d'aller encore plus loin dans la recherche des mécanismes biologiques qui pourraient relier, donc encore une fois, le contexte dans lequel vivent les enfants et leur fonctionnement cérébral. Mais tous les quartiers pauvres, évidemment, ne sont pas identiques, et d'autres sociologues américains, Sampson, Bush et Earls, ont fait l'hypothèse que, donc reprenant l'étude de Ferris et Dunham que je vous ai présentée, que c'est vraiment la désorganisation sociale qui explique le lien entre la pauvreté d'un quartier et le comportement de ses habitants. Ils se sont notamment intéressés aux relations qu'entretiennent les habitants entre eux, en particulier ce qu'ils ont appelé collective efficacy, alors je ne sais pas comment on dit en français, mais on dirait l'efficacité collective, si vous voulez, c'est-à-dire le fait que les gens se connaissent dans un quartier, se font confiance et se rassemblent autour de buts communs. C'est vraiment la définition qu'ils donnent de ce phénomène. Et donc, dans une étude menée en 1997 également à Chicago, ils ont montré que quel que soit le niveau de pauvreté du quartier de résidence, l'efficacité collective à l'échelle de ce quartier ou plutôt le fait qu'il n'y ait pas d'efficacité collective, était associé à des faits de violence et à des actes de délinquance plus fréquents. Donc en fait là, je voulais parler de cohésion sociale comme un facteur protecteur, mais en fait eux, ils ont initialement étudié le manque de cohésion sociale comme étant un facteur de risque supplémentaire, en particulier dans les quartiers pauvres. Depuis, d'autres recherches ont montré que la cohésion sociale est importante, est une des caractéristiques du quartier de résidence qui influe sur la santé mentale. Par exemple, cette étude, ici menée en Grande-Bretagne, montre que la cohésion sociale du quartier dans lequel on réside pourrait atténuer les effets d'événements de vie stressants vécus par les individus eux-mêmes. Donc, les liens entre habitants d'un quartier peuvent avoir des effets positifs aussi sur la santé mentale et protéger les personnes en cas de coup dur.
Voilà, on en reparlera plus la semaine prochaine. Évidemment, il y a aussi des effets négatifs à une cohésion sociale très forte, peut-être le contrôle social, par exemple, qui peut empêcher les individus de faire certaines choses, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, au-delà de la densité de population, de la pauvreté et des relations entre habitants, le quartier où l'on vit a aussi des caractéristiques physico-chimiques dont on commence à montrer de plus en plus qu'elles peuvent aussi être associées à la santé mentale. Je vais rester sur l'exemple des symptômes psychotiques pour voilà, vous montrer un tout petit peu la continuité des recherches. Vous dire aussi, alors c'était déjà évident dans cette première partie, mais dans la deuxième, ça le sera encore plus, que évidemment, comme il y a de nombreuses influences qui peuvent avoir des effets, donc de nombreux facteurs contextuels qui peuvent avoir des effets sur la santé mentale, la plupart des recherches choisissent d'en étudier un aspect en particulier, en essayant de prendre en compte d'autres facteurs, mais voilà, en général, on se focalise sur un facteur de risque en particulier. Donc ça fait un peu catalogue, je m'en excuse, mais voilà, c'est pour vous montrer un peu les différents types de facteurs qui ont pu être étudiés. Donc, pour rester sur l'exemple des symptômes psychotiques, un certain nombre d'études montrent que l'exposition à la pollution de l'air est une source de risque, en particulier les niveaux d'oxyde d'azote, plus que les particules fines. Voilà. Mais même si l'exposition aux particules fines a été associée à la survenue d'autres types de problèmes de comportement. Donc ici, il s'agit d'une étude britannique menée sur des adolescents. Et bon, vous voyez d'abord qu'évidemment, il y a des différences importantes en termes de niveau d'exposition à différents types de sources de pollution. Voilà, ici, ce que montre cette analyse, c'est que les oxydes d'azote sont plus particulièrement associés à la survenue de ce qui s'appelle ici thought disorder. Donc ce sont des symptômes de désorganisation de la pensée qui ne sont pas des troubles psychotiques en eux-mêmes, mais qui pourraient être une forme de prodrome de psychose ultérieurement. Un autre aspect très étudié récemment, c'est la présence d'espaces verts dans les quartiers de vie. Donc ici, il s'agit d'une étude danoise. Alors, peut-être juste dire un mot sur le fait qu'on a de plus en plus d'études de ce type, parce que les données pour étudier le contexte et le cadre de vie sont de plus en plus riches et en fait, il y a une évolution des techniques de mesure, évidemment avec des données de satellites comme ici, et puis la possibilité de pouvoir relier ces données à des adresses donc, de personnes participant à des enquêtes sur la santé, ouvre la voie à de nombreuses recherches où on va pouvoir, de manière plus ou moins complexe, en fait, faire le lien entre des dimensions. On ne peut pas interroger les gens sur les niveaux de pollution auxquels ils sont exposés, bien sûr, donc avoir des informations extérieures là-dessus est particulièrement riche. Et là, voilà, même si on pourrait interroger les gens sur le fait qu'ils habitent dans des quartiers où il y a des espaces verts, la possibilité d'avoir accès à des données de satellites, évidemment, permet de mesurer cette exposition de manière beaucoup plus précise. Et donc ici, il s'agit d'une étude basée au Danemark, où il est possible de combiner donc non seulement l'exposition aux espaces verts sur tout le territoire, mais aussi des informations sur les diagnostics psychiatriques. Ces données montrent que le risque de schizophrénie est plus élevé chez les personnes qui vivent dans les zones les moins vertes et donc les plus urbaines. Un autre facteur qui est de plus en plus étudié récemment, c'est l'exposition au bruit. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'études spécifiquement ou très peu sur l'exposition au bruit et le risque de symptômes psychotiques, mais de premières études suggèrent qu'il pourrait y avoir une association. Par contre, d'autres recherches montrent que les nuisances sonores sont une source de stress urbaine aiguë et chronique assez prégnante. Et vous avez peut-être entendu parler de cette étude qui est sortie il y a quelques semaines et qui a montré qui a croisé des données d'exposition au bruit en Île-de-France, qui sont ici. Oui, c'est ça. Pardon, ça c'est l'exposition au bruit et ça c'est la cartographie des prescriptions de traitements psychotropes. Et donc, il s'agit encore une fois d'une étude écologique où les niveaux d'exposition au bruit ont été corrélés avec les niveaux les niveaux de consommation de traitements psychotropes.
montrant que l'exposition au bruit, et en particulier la nuit, est associée à des niveaux plus élevés de prescription d'hypnotiques, en particulier possiblement pour le traitement de problèmes de sommeil. Or, les problèmes de sommeil font partie évidemment des symptômes de troubles psychiques, un certain nombre de troubles comme la dépression, les troubles bipolaires ou le stress post-traumatique, mais sont aussi plus généralement un facteur de dégradation de la santé mentale. Enfin, un dernier aspect des quartiers résidentiels dont je voulais parler aujourd'hui, c'est la marchabilité. Alors, c'est une mauvaise traduction du terme walkability en anglais. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit du concept de dans quelle mesure est-ce que le quartier et l'endroit en particulier où on vit est marchable. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se déplacer? Est-ce qu'il y a des endroits vers lesquels se déplacer? Est-ce qu'il existe des trottoirs, des transports? Et donc c'est un score calculé à partir d'une adresse où on prend en compte différents types de routes, les transports en commun, les commerces, les lieux de loisirs dans un certain périmètre. Alors je vous ai mis cette carte pour vous montrer, donc ça c'est le travail d'une postdoctorante qui s'appelle Devin Parker, qui travaille au sein de l'équipe. Donc elle a pris une adresse, on a accès via des données publiques à toutes les informations sur tout ce qui se passe dans les adresses, dans les rues adjacentes. Et on prend un périmètre de 500 mètres environ autour du logement, autour de l'adresse, pour déterminer dans quelle mesure est-ce que la personne habite dans un quartier plus ou moins marchable. Alors là, ce concept de marchabilité a surtout été développé pour étudier l'activité physique, le risque de surpoids, mais aussi l'isolement et les problèmes de santé mentale, en particulier des personnes âgées et des enfants. Parce que on sait que pour ces catégories de personnes, l'espace vraiment autour de l'endroit où on habite est celui qui est le plus fréquenté. On imagine très bien que pour les adultes, le quartier de résidence est peut-être moins important que la mobilité, que ce qui se passe sur le trajet vers le travail, vers d'autres lieux d'activité. Ce qui d'ailleurs soulève un autre problème d'un certain nombre de ces études sur l'environnement de vie, où on s'intéresse principalement au quartier de résidence, et donc beaucoup de choses restent encore à faire pour mieux comprendre dans quelle mesure les espaces dans lesquels on évolue au quotidien sont, au-delà de l'endroit où on habite, associés au risque de santé mentale. Mais pour les enfants et les personnes âgées, le quartier de résidence reste probablement une entité qui a du sens en termes d'exposition à des facteurs de stress, et en termes de ressources aussi, évidemment. Alors parce que les environnements résidentiels sont complexes et caractérisés par différentes dimensions, on essaye aussi de plus en plus dans ces recherches d'étudier des profils où on combine différentes mesures. Ici, il s'agit donc des travaux d'un autre postdoctorant de l'équipe qui s'appelle Eloi Chazla, qui travaille sur les données de la cohorte ELF. Donc, qui a inclus 18 000 enfants nés en 2011. On a l'adresse de chacun de ces enfants à la naissance, mais ensuite à 2 mois, à 3 ans, à 5 ans. Pour chacune de ces adresses, il y a quand même 10% de déménagement chaque année en France, donc, et en particulier chez les familles qui ont des enfants en bas âge. Donc, il y a quand même un peu de mouvement. Pour chacune de ces adresses, les collègues sont allés chercher des informations sur les espaces verts autour du logement, le niveau d'exposition au bruit, toutes les dimensions qui permettent de mesurer la marchabilité et évidemment un certain nombre de caractéristiques sociales. Et donc à partir de ça, on essaie, je sais qu'on ne voit rien sur la diapo, mais c'était juste pour vous expliquer la complexité de ce type d'analyse. On essaie de caractériser des profils, en fait, des profils de donc chaque personne a dans son environnement différents types de facteurs et voilà, peut-être que, enfin, on envisage que dans ces données il y aurait 4 types de profils d'exposition avec des niveaux dans certains quartiers, par exemple l'exposition au bruit est particulièrement importante, mais il y a aussi des espaces verts et il y a peut-être moins de pollution. J'ai pas cité la pollution, mais elle fait partie des facteurs étudiés ici. Dans d'autres quartiers, il y a beaucoup d'espaces verts, mais aussi du bruit. Enfin bon, donc il y a voilà, toutes ces complexités à prendre en compte dans ces recherches, sachant que l'idée est ensuite de faire le lien entre ces profils de quartier de vie et la santé mentale et le développement cognitif des enfants.
Alors, un des problèmes énormes dans ce type de recherche, c'est ce que les économistes appellent l'endogénéité, et les épidémiologistes, les biais de sélection, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne se retrouve pas par hasard dans un quartier plutôt qu'un autre, et les facteurs individuels, et, bon, bien sûr le niveau de revenu, mais pas uniquement, sont des déterminants très importants de l'endroit où on habite et potentiellement aussi des problèmes de santé mentale. Donc on a un certain nombre de méthodes pour essayer de prendre en compte ces facteurs individuels. On les prend en compte avec des modèles statistiques pour essayer d'étudier des associations de cause à effet plutôt que de simples corrélations. Et d'ailleurs, c'est aussi l'intérêt de pouvoir étudier des données de cohorte où on suit les gens dans le temps parce qu'on peut évaluer les caractéristiques de leur quartier de résidence à un moment donné et voir comment leur santé évolue au cours du temps. Néanmoins, malgré toutes ces précautions, c'est très difficile d'établir la causalité à partir d'études observationnelles et peut-être encore plus dans ce domaine. Alors, lorsqu'il est possible d'évaluer des changements de cadre de vie, et surtout des changements de cadre de vie qui surviennent sans que les personnes les décident elles-mêmes, les chercheurs sautent sur l'occasion pour étudier ce qui se passe en termes de santé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des études quasi-expérimentales. Alors, à ma connaissance, il n'en existe pas visant à identifier spécifiquement les changements de contexte et le risque de symptômes psychotiques. Par contre, il y a eu d'autres études qui ont cherché à évaluer si changer les conditions de vie à l'échelle d'un quartier pouvait diminuer le risque de dépression, d'anxiété ou de mal-être des résidents. Je vais donc passer à la dernière partie qui est est-ce qu'on peut changer la santé en changeant l'environnement des personnes. Alors, il semblerait que oui, ou en tout cas que changer l'environnement a des effets positifs sur la santé mentale et ce de diverses manières. Ou en tout cas, on dispose de différents types d'études qui se sont intéressées à cette question et qui ont cherché à le démontrer. D'abord, la ville de Glasgow, une ville écossaise où près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et où les conditions de santé sont très dégradées, a entrepris au début des années 2000 un très grand programme de rénovation urbaine. Pas dans toute la ville, mais dans un certain nombre de quartiers, et en particulier des quartiers qui étaient particulièrement défavorisés. Et donc, ces changements, ce programme de rénovation urbaine a été suivi aussi concernant la santé des habitants. Donc, une grande étude épidémiologique a été menée en 2008, 2011 et 2015 dans 15 quartiers différents, dont 6 étaient rénovés, donc dans l'idée de comparer des gens qui vivaient dans des quartiers qui étaient sous rénovation urbaine et ceux qui n'étaient pas rénovés. Et cette étude, globalement, alors, les représentations sont un peu caricaturales, mais l'idée était vraiment de rénover la ville en augmentant le nombre d'espaces verts, en améliorant les différents types d'infrastructures, et puis en essayant d'augmenter l'accès aux services sociaux aussi dans ces différents quartiers. Donc l'étude a montré des effets positifs sur l'amélioration du cadre de vie, des effets positifs de l'amélioration du cadre de vie sur la santé mentale des habitants. Et des exploitations supplémentaires de ces données ont montré que cette amélioration de la santé mentale des résidents était en partie liée à le sentiment d'avoir une meilleure capacité d'agir. C'est-à-dire, encore une fois, ça rejoint l'idée de Sampson et Rodenbush sur l'importance des liens entre les résidents et la dimension sociale au-delà de l'amélioration des conditions de vie sur le plan physique. Et d'ailleurs, une autre étude de ce type, donc menée dans le cadre d'une rénovation urbaine décidée par la ville, pas du tout pour des raisons de santé, évidemment, mais voilà, pour améliorer les conditions de vie dans des quartiers particulièrement dégradés. Donc une autre étude de ce type a été menée à Barcelone, où là aussi 16 quartiers différents très défavorisés ont été rénovés. Alors ce qui s'est passé à Barcelone, c'est que ces quartiers ont été rénovés en concertation avec les résidents. Il s'agissait moins d'espaces verts, de créer des espaces verts, de créer des lieux de vie, etc., mais plus vraiment très activement de renforcer les liens entre résidents et de aussi favoriser l'accès à certains types de services sociaux, par exemple, et certains types d'activités. Donc il y avait vraiment une dimension relationnelle et sociale beaucoup plus importante dans ce programme, plus qu'à Glasgow. Et là aussi, ces données ont montré que le fait de renforcer les liens entre les résidents
et possiblement améliorer un peu leurs conditions de vie, avait des effets positifs sur leur santé mentale. Mais les recherches observationnelles, malgré tout, et même quasi expérimentales, ont des limites. Et même si les études expérimentales dans ce domaine sont rares, parce qu'elles sont très difficiles et très coûteuses, il en existe une qui est très emblématique et dont je voulais vous parler, et qui s'appelle Moving to Opportunity. C'est une étude qui a été menée aux États-Unis entre 1994 et 2010, où 4600 familles habitant dans des quartiers très défavorisés de Boston, Baltimore, Chicago, Los Angeles ou New York se sont vues proposer par les chercheurs de déménager pour améliorer leur santé, mais aussi leur capacité à trouver un emploi, travailler. L'objectif était aussi d'améliorer le suivi scolaire des enfants. Et donc, c'est une étude... Alors, les gens n'ont pas été obligés de déménager, mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont reçu des bons pour soit déménager du quartier où ils vivaient dans un autre quartier, dont les caractéristiques sociales étaient à peu près similaires, ou alors un bon pour déménager dans un quartier plus favorisé. Et il y avait à côté un groupe témoin de personnes qui, elles, ne déménageaient pas. Alors, d'abord, il s'agissait de familles vraiment extrêmement défavorisées, principalement de familles monoparentales. Le revenu moyen était d'environ $10 000 par an, donc c'est vraiment des familles très très pauvres. Et elles ont déménagé donc en partie dans des quartiers de classe moyenne. Il s'agissait aussi principalement de familles noires. Les résultats des analyses menées 10 à 15 ans après ce déménagement ont montré que l'intervention n'a pas eu d'effet très positif sur l'emploi des parents ou la scolarité des enfants. Par contre, il y a eu des effets positifs sur les niveaux de dépression et de détresse psychologique des adultes. Mais chez les enfants, les niveaux c'est-à-dire les effets étaient plus contrastés et un peu de manière contre-intuitive peut-être. Il y a eu plutôt une augmentation des niveaux de conduite addictive, surtout chez les garçons. Alors, comme ces résultats étaient contre-intuitifs et différents à ce qui était attendu, ils ont donné lieu à énormément d'analyses supplémentaires. Et voilà, je ne sais pas si on a vraiment réussi à comprendre pourquoi est-ce que le fait de déménager n'avait pas eu d'effet positif sur les enfants, mais différentes pistes ont été identifiées. Par exemple, les gens sont passés d'un quartier très pauvre à un quartier de classe moyenne, mais ils n'ont pas vraiment été accompagnés tout le long. Et donc, une des possibilités est qu'ils se soient retrouvés plus isolés dans un quartier très différent et où les gens autour étaient aussi très différents par rapport au quartier où ils vivaient initialement. Ceci dit, voilà, on ne peut pas complètement le savoir et on n'a pas complètement la preuve de ça. Néanmoins, les résultats de cette étude montrent que si les facteurs socio-économiques sont bien sûr importants et le cadre de vie en lui-même aussi, les dimensions sociales de l'endroit où on vit ont sûrement aussi des effets vraiment très très importants. D'autres analyses ont montré que en fait, ce n'est pas seulement le quartier toujours dans Moving to Opportunity. Si les gens déménageaient dans un quartier pauvre, dans un quartier de classe moyenne, mais qui était entouré de quartiers pauvres, leur santé s'améliorait moins que s'ils déménageaient dans un quartier plutôt classe moyenne, qui était entouré d'autres quartiers aussi plutôt aisés. Et là, ça ouvre la voie à une autre réflexion, qui est que ce n'est pas seulement l'endroit où on habite qui est important, mais c'est aussi l'environnement au sens un tout petit peu plus large, et qu'il faut donc prendre une échelle plus large, parce que le fait d'habiter dans un quartier plutôt aisé, mais qui est entouré de quartiers pauvres, de constater ces disparités sociales, matérielles, peut aussi être source de stress. Donc il faut aussi prendre en compte ces inégalités socio-spatiales, peut-être pas seulement là où on habite, mais un tout petit peu plus largement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais en France, les chiffres du ministère de l'Intérieur montrent que le risque d'être cambriolé est plus élevé quand on habite dans un quartier aisé, mais il est aussi plus élevé, il est particulièrement élevé justement dans les quartiers aisés qui sont entourés de quartiers moins aisés, moins favorisés. Donc il y a vraiment cette dimension socio-spatiale qui est probablement importante et que les gens, évidemment, d'une certaine manière, perçoivent dans l'endroit où ils vivent.
J'ai ouvert cette session en citant Georges Perec. J'aimerais la clore en compagnie de Chaim Soutine, un peintre originaire de Biélorussie qui a peint à Paris au début du XXe siècle. Soutine a été contraint pendant plusieurs années d'habiter dans la ville de Céret, dans les Pyrénées, près de la frontière avec l'Espagne, et il ne se sentait pas bien du tout dans cet endroit. Alors, ce n'est pas une mégalopole, mais voilà, j'espère que vous m'en excuserez, je voulais juste illustrer l'idée. Parce qu'on voit très bien dans ces tableaux ces tableaux qu'on peut voir au musée de l'Orangerie, qu'il n'aimait pas cet endroit, il ne s'y sentait pas bien. Il nous montre des maisons tordues, dissymétriques, sans âme qui vive. On a peut-être un sentiment d'enfermement. Alors ça, je l'ai lu sur le site du musée de l'Orangerie qui décrit ces tableaux. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'horizon, pas de ciel, contribue à un sentiment d'enfermement et d'isolement. Et c'est tout à fait les thématiques qui ont été identifiées dans les études épidémiologiques que je vous ai citées plus tôt. Donc le mal-être de Soutine, ses tourments n'étaient sans doute pas uniquement liés à l'environnement dans lequel il vivait. En tout cas, de ce qu'on sait de sa vie, il avait des problèmes psychiques, des problèmes d'alcool tout le long. Néanmoins, il était visiblement très attentif à cet environnement et la manière dont il le vivait se traduisait dans ses tableaux. Alors les environnements peuvent changer plus ou moins rapidement, parfois indépendamment ou en dépit de leurs habitants, comme c'est le cas avec la gentrification dont je n'ai pas parlé, mais qui n'a pas forcément d'effet positif sur les habitants, puisque une partie d'entre eux sont obligés de quitter leur lieu de vie. Ces lieux de vie peuvent changer parfois avec la participation des habitants, plus rarement grâce à leur mobilisation, mais ça peut arriver aussi. En termes de santé mentale, 2 facteurs liés au lieu de vie semblent particulièrement importants. D'une part, les niveaux de stress chronique générés par des environnements urbains denses et pas toujours sécurisants sur le plan psychique. Et d'autre part, les relations sociales qui peuvent, ou au contraire, justement, ne peuvent pas s'établir dans un contexte de proximité. Et nous en parlerons plus longuement la prochaine fois, lors de la dernière séance de ce cycle de cours. Merci.